Quand j'étais petite, moi je voulais pas être une princesse, je voulais sauver le monde. La prise de conscience, c'est probablement le premier électrochoc. Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. Only immediate and drastic action will pull us back from the abyss. Humanity will not be saved by promises. Ça me digne et ensuite ça me donne envie d'agir. J'ai appris qu'en fait c'était pas exactement le monde qu'il fallait sauver et que c'était plutôt nous. Est-ce que j'ai encore le droit d'exister? On doit faire le deuil, société d'abondance. Tu le sais depuis longtemps, mais qu'est-ce que tu fais? On n'est pas dans une initiative qui vise à faire de la RSE à la papa et de la communication. Aujourd'hui, la transition écologique ne se conjugue plus au futur. Parce que ce n'est pas phénomène réversible. Il existe un chemin étroit qui nous permet de garder un espoir et une espérance. Il y a des choses qui vont plus être possibles demain. On a la possibilité de faire la différence, chacun d'entre nous. Il ne faut jamais lâcher, il faut toujours être tenace. Tous ensemble, on va réussir. Soyons optimistes. Maintenant, par contre, il faut y aller. J'ai résumé en fait ce premier séminaire en CEC, constat et choc. On sait depuis longtemps que le climat change, depuis plusieurs décennies, mais nous vivons maintenant avec des changements climatiques qui sont généralisés, c'est-à-dire qui affectent toutes les régions, depuis le haut des montagnes jusqu'au fond de l'océan. Le système qu'on est en train de proroger, il marchait bien pour 450 millions d'individus à la fin de la Seconde Guerre mondiale qui avaient toutes les ressources de la Terre. Si on est 9 milliards à vouloir jouer à ce jeu et qu'on quintuple pas la Terre, c'est juste pas possible, c'est un problème mathématique, c'est pas un problème de militantisme. Et ce qu'on a fait depuis quelques décennies, ça va avoir un impact très fort sur nos enfants. On sait que leur vie, elle va être difficile. Et accepter ça, en soi, émotionnellement, c'est très dur. Ça, c'est l'évolution de la concentration de CO2 en vert et d'autres gaz en orange, méthane et protoxyde d'azote depuis le début de la révolution industrielle. Ça, c'est une date qu'on va reprendre souvent dans la conférence, 1850. C'est quand on commence à exploiter à fond les énergies fossiles. À moins d'une réduction immédiate, rapide et à grande échelle de rejet de gaz à effet de serre dans le monde, on n'arrivera pas à tenir l'un des objectifs de l'accord de Paris sur le climat, qui est de limiter le réchauffement à un niveau très proche de 1,5 degré. Tout s'effondre à un rythme 100 fois, à 1000 fois plus rapide que les autres crises d'extinction qui sont déjà des moments très rapides dans l'histoire. Une crise d'extinction massive, c'est quand 75% des espèces végétales et animales disparaissent sur un temps géologique assez court. On voit qu'en 2030, la population commence à décliner. Donc on n'est pas sur les courbes de l'ONU là. Donc les facteurs de déclin, ce sont les pandémies, les famines, les guerres et les troubles civils. Selon l'ONU, d'ici 2030, il y aura presque la moitié de la planète qui va être menacée d'une pénurie d'eau. Donc c'est une ressource qui est quand même rare à travers le globe. Elle n'est pas rare chez nous, en France, on n'a pas de problème pour l'instant. Et des chiffres qui sont parlants, c'est que par exemple, il y a un enfant toutes les 3 secondes qui meurt d'une maladie liée à l'eau. Donc à la non-disponibilité de l'eau ou à l'insalubrité de l'eau. Il y a un accroissement de nombreuses pathologies, donc les pathologies respiratoires évidemment liées à la qualité de l'air. On a des pathologies cardiovasculaires qui sont en augmentation, des diabètes aussi, et toutes ces maladies-là qui augmentent et qui sont imputables à nos modes de vie. Il y a 5 facteurs communs à la disparition des civilisations. C'est là une destruction de l'environnement, des ressources, c'est un dérèglement climatique, donc local, c'est une détérioration des relations avec les sociétés ennemies, c'est une baisse des relations commerciales avec les sociétés amies, et c'est une incapacité des gens en place, du pouvoir, de réagir assez vite. Donc si on prend la métaphore d'une voiture, notre civilisation est la voiture. Donc on a le pied bloqué sur l'accélérateur, on veut aller de plus en plus vite, on a toujours cette perspective de croissance en tête. On a un réservoir qui est presque vide, on est déjà sorti de la route, pas mal. On a un volant qui est bloqué et on a un habitacle qui est très fragile. Il y a une partie que l'on connaît parce qu'elle est visible, mais il y a aussi beaucoup de transformations qui sont invisibles et c'est probablement là qu'est le plus grand défi. En effet, moi je suis ressorti très, je dirais pas choqué, mais concerné, encore plus concerné qu'avant, dans mes convictions personnelles et professionnelles, et surtout convaincu qu'aujourd'hui la transition écologique ne se conjugue plus au futur, mais elle se conjugue au présent. Alors bienvenue, chers marins, sur le chemin humain de votre destin commun, pour dessiner de nouvelles trajectoires et toucher ensemble les étoiles. Il est nécessaire de passer à la vitesse supérieure, que dans toutes nos actions, on pense effectivement à l'avenir de notre planète. Ça fourmille d'idées et on a tous envie de révolutionner nos business models. L'opportunité nous est donnée, par notre présence, par votre présence à tous en ce lieu, d'impulser une profonde reconfiguration des priorités. Elle n'arrivera pas toute seule et elle impliquera de s'attaquer à 2 paralysies majeures.
La première, c'est celle des injonctions contradictoires entre un EBITDA dont dépend votre job et une planète dont la préservation n'est aujourd'hui évaluée qu'à l'aune de ses coûts. Tout l'objectif de la Convention des entreprises pour le climat, c'est de sortir de ce dilemme du prisonnier, si on prend de la théorie des jeux, qui est de dire « j'anticipe qu'il n'y aura pas de coopération et donc moi non plus je ne vais pas avancer ». Nous, ce qu'on veut créer, c'est les conditions de la coopération massive pour qu'on s'attaque enfin sérieusement au problème. Ce collectif-là, c'est le plus beau que j'ai croisé. Je vous demande d'avoir le courage de rester les yeux ouverts, l'esprit ouvert, le cœur ouvert devant ces constats et de vous laisser bousculer. C'est que depuis à peu près une trentaine d'années que les règles dont on a l'impression qu'elles existent depuis des siècles nous sont imposées. La difficulté va être de changer de paradigme, d'innover dans les façons d'agir et de faire. Dans les 8 mois qui viennent, nous allons assister à des réinventions profondes de modèles d'affaires. Une bonne surprise viendra des entreprises. Quelque chose va se débloquer. Et j'en suis convaincu, il y aura un avant et un après la CEC. Alors l'intention de ce parcours, comme Eric l'a dit, c'est de montrer un chemin par lequel les entreprises vont pouvoir réinventer des manières de répondre aux besoins humains, tout en préservant les équilibres fragiles de la biosphère. C'est un truc assez incroyable, une espèce de magma, une aventure collective de gens hyper motivés qui se posent des questions et qui ont tous envie de changer le monde. Alors là, c'est ma citation préférée de Stefan Zweig. Cette génération ferme et résolue, c'est nous. Dans un monde effondré, il n'y a pas de part de marché. Et ce qu'on va essayer de voir, c'est qu'il existe un chemin étroit qui nous permet de garder un espoir et une espérance. Mais que pour ça, il ne faut pas faire n'importe quoi. L'utopie est impossible à venir, pas impossible à venir. On croit à la force d'un narratif et de cette projection dans un cap 2030, aussi parce qu'on peut s'autoriser d'ouvrir en fait des futurs complètement différents. Tout le grand jeu, c'est d'essayer d'imaginer demain avec autre chose que de l'angoisse. Et ça, on le fait depuis extrêmement longtemps. À chaque fois qu'on essaye d'imaginer le futur, on a sensiblement toujours les mêmes difficultés. Il est difficile de s'extraire des contingences qui nous ont vu nous construire pour voir neuf dans un monde où tout est à réinventer, qui est évidemment la grande affaire. Il y a 3 grandes raisons qui nous empêchent de changer. C'est nos habitudes. Notre cerveau adore répéter la même chose pour une raison relativement simple, même si les scientifiques parmi vous me pardonneront ce raccourci. Ça consomme moins d'énergie, ça bouffe moins de sucre dans le cerveau de refaire la même chose. Le deuxième, vous l'avez cité, évidemment, nos peurs, nos arrière-grands-parents étaient des homo sapiens et même avant eux, super flippés. Quand elles voyaient un tigre à dents de sabre, celles qui allaient faire le câlin au tigre, elles n'ont pas eu d'enfants. Et donc, on est les descendants de super flippés. On a une aversion à la perte, un des biais cognitifs majeurs chez nous, l'aversion à la perte, mais aussi une peur intrinsèque des transformations. Mais il y a une troisième raison. L'histoire de la philosophie, quand vous la creusez, il y a une troisième raison. Alors c'est pas qu'on sait pas comment faire, c'est même encore plus profond que ça. On sait pas ce qu'on veut. Spinoza le dit d'une façon absolument remarquable. Il dit une des caractéristiques profondes de l'être humain, c'est l'absence de connaissance de notre propre désir. On ne sait pas ce qu'on veut. Et c'est la tragédie moderne en fait. C'est qu'on est tous à courir derrière l'amélioration de nos produits, mais que comme on met toujours plus de produits sur la route et comme ils durent moins longtemps et comme on veut que tout le monde les utilise vraiment beaucoup, à la sortie il se passe rien en absolu. Et en absolu ça continue à augmenter. Alors c'est quoi l'impératif ? L'impératif, c'est de se désengager de la dynamique de volume. Parce que tant qu'on est dans des logiques de volume où on court après cette croissance à tout crin, en fait on est dans une impasse sur les 3 dimensions, pas uniquement une dimension environnementale. Même sur un rationnel purement économique, on est dans une impasse. On vous a parlé de sobriété, on vous a parlé d'efficacité énergétique, on vous a parlé d'électricité ou d'énergie bas carbone, mais on a oublié un élément qui va être important, c'est le renoncement. Vous pensez qu'il faut respecter les accords de Paris ? Aujourd'hui, compte tenu des travaux qu'on a sur le lien entre PIB et énergie, c'est moins de 30% sur le PIB. Chut. Et si nous faisions une pause ? Une pause pour oser, tels des magiciens d'Oz, composer la métamorphose du cosmos en osmose. On doit faire le deuil de cette société d'abondance qu'on a connue, de cette société où
on pouvait profiter d'un confort et de biens matériels qui nous semblaient infinis. En fait, non, ils ne sont pas du tout infinis. De plus en plus de gens considèrent que la croissance globale des marchés, c'est une parenthèse de l'histoire. Et donc ça veut dire que si on ne réinvente pas les modèles économiques à visée de croissance dans un environnement sans croissance, bah ça va devenir très sanglant en fait. Donc si vous pouviez trouver des solutions pour que je reste en vie, je vous serais très reconnaissant. Que c'est vous qui allez nous aider à sauver les business et à créer de la richesse. J'espère que vous allez avoir cette énergie de vie pour penser aussi que oui, un scénario souhaitable est possible, surtout si l'on y contribue. Ce qu'on essaye de faire, il y a que quelques dizaines d'entreprises qui l'ont fait dans le monde actuellement. La plupart des entreprises, elles sont coincées dans leur schéma, elles essayent d'améliorer les choses, mais de manière marginale. Là, on propose une réinvention qui soit à la hauteur des enjeux. On a la possibilité de faire la différence, chacun d'entre nous. C'est l'entreprise au service du climat. Où il y a une vraie variété des profils, une vraie envie collective d'avancer, un vrai besoin de solidarité parce qu'il y aura besoin de coopération pour avancer. Demain, c'est une terre de volonté. Tous les anciens de la prospective nous le disent. C'est une apologie de la volonté humaine. Demain sera profondément ce que vous allez en faire. Au-delà de parler de nouveaux modèles économiques, pour moi, c'est même la définition même de l'économie qui doit se remettre en question. Il faut réinventer cette économie, réinventer ce à quoi elle sert en fait. Jusqu'au XVIIIe siècle, l'économie a évolué, elle n'a pas été toujours la même chose. Avant, c'était l'art de gérer ses approvisionnements. Aujourd'hui, c'est focus sur gagner plus d'argent. L'économie n'est pas une science, l'économie n'est pas neutre. L'économie est largement influencée par un courant de pensée. Et on ne vous parle pas d'économie alternative et de modèles économiques alternatifs. Donc on est complètement influencé aussi par le système et l'éducation aussi. 2 bouquins passionnants sur ces sujets et qui montrent qu'historiquement, l'économie était encastrée dans le social, c'est-à-dire que votre boulot, c'était de créer de la valeur au service de la société. Et il faut que vous retrouviez cette importance et je vous fais confiance. Il ne faut pas avoir peur d'expérimenter. Il ne faut pas avoir peur de vous dire « je ne connais pas tout ». Il ne faut pas avoir peur de vous dire « je communique sur le fait que je ne sais pas encore, par contre j'ai la volonté d'y aller ». Soyez honnête, soyez transparent et soyez clair sur ce que vous voulez faire. Ce que j'ai envie de faire, c'est de créer des nouvelles entreprises qui seront engagées dans la construction de ce développement local durable. Il faut vraiment qu'on associe nos initiatives et qu'on trouve les solutions. C'est une manière de penser qui est différente, mais le choix, on l'a plus. Construire des écosystèmes coopératifs, évoluer au sein d'écosystèmes coopératifs, c'est la règle d'or d'une économie à visée de soutenabilité forte. Le meilleur système d'économie circulaire, c'est la nature. Ça boucle la boucle, mais alors par définition. Janine Benius, la première chose qu'elle a dit aux équipes R&D, au développement produit, technologie d'interface, elle dit c'est pas dur, vous ouvrez la fenêtre, vous regardez dehors, vous aurez la solution. Dans tous les scénarios souhaitables, il y a un re-questionnement profond de la place de l'homme, de l'humain par rapport à la nature, le vivant. En gros, vous savez, c'est Hubert Reeves qui dit la guerre qu'on mène contre l'environnement, c'est la seule guerre qui, si on la gagne, on est mort. Dans la nature, dans le vivant, ce qu'il faut retenir, c'est que finalement, eh bien dans les environnements hostiles, dans les conditions difficiles, donc on peut très bien penser effectivement à l'effondrement, on vous a parlé de cette crise climatique, mais ceux qui survivent, c'est ceux qui coopèrent, c'est ceux qui s'entraident, c'est que ceux qui s'associent. Et finalement, c'est pas forcément la loi du plus fort, c'est quelque chose qu'on peut imaginer effectivement que c'est le cas, mais finalement c'est prouvé scientifiquement. C'est vraiment ceux qui sont coopératifs qui sont les plus résilients. Il faut trois éléments, vraiment, pour qu'une coopération se passe bien. Il faut un sentiment de confiance, d'égalité et de sécurité. Donc dans tout groupe, pour avoir une coopération efficace, il faut ces 3 dimensions-là. Là, on vous invite à lire L'Entraide de Pablo Servigne et Gauthier Chapelle, qui détaille tous ces mécanismes-là. Donc la loi du plus fort, en gros, c'est une connerie. Désolé, mais c'est ce qu'on nous met dans la tête. On ne dit pas qu'il n'y a pas de compétition, il y a de la compétition partout, mais c'est pas ça qui va nous faire gagner, notamment en tant que civilisation humaine. Seul, on n'arrive à rien. On ne sait pas faire. Il y a 10% des personnes, donc dans vos équipes, qui sont complètement flippées. Ils sont dans un petit coin, en position fœtus, ils voient la calotte glaciaire qu'ils font, les elfes forêts, la surpopulation, la migration, ils disent c'est foutu, on attend, c'est fini. De l'autre côté, vous avez 10%, pas de problème, on est dans le déni total. On est aux États-Unis, hein,
on les connaît, on a les noms, ou ils attendent en disant le MIT va nous sortir un gros aspirateur à CO2, pas de problème, on a juste besoin d'attendre là. Au milieu, c'est les 80%, c'est vous et nous. Et ensemble, vous devez développer des mécanismes de solidarité pour porter un projet régénératif, non pas à l'échelle de vos entreprises, mais à l'échelle de l'écosystème coopératif. Le côté systémique, le côté complexe, il vient du fait que vous devez mobiliser tout votre écosystème. Sinon, vous n'aurez pas l'impact que vous voulez. Au plus vous allez être ambitieux sur les effets que vous allez chercher à générer, au plus vous allez être démuni en étant seul. La deuxième leçon, pour faire pivoter toute la société, c'est de vulgariser le sujet. Si votre conseil de surveillance, d'administration, vos investisseurs, votre love money, n'importe quoi, ne comprennent pas ce que vous faites, ne comprennent pas ce que vous voulez changer, ne sont pas impliqués, vous allez avoir un sujet. Faites des tests très simples. Vous leur demandez, tiens, pour toi, c'est quoi l'économie circulaire? S'ils répondent recyclage, vous dites, OK, on recommence tout à zéro, t'as pas compris. Finalement, beaucoup d'entreprises parlent de people, profit, planet. On dit finalement, il faut trouver cet équilibre dans le triangle entre les profits, les personnes, les employés bien sûr, et puis la planète. Finalement, on se dit, ça devrait être un tiers, finalement, people, profit, planet. Aujourd'hui, dans les grands groupes, et là je peux témoigner, on sait que c'est 95% en profit, 4% people, parce que si on n'embarque pas les people, quand même on aura un problème d'engagement dans l'entreprise, et puis 1% planète, parce que si on n'en parle pas, on a quand même un problème, mais dans la réalité, les décisions sont drivées par la recherche des profits. On a des échanges avec les équipes de développement de Starbucks. La vision de Starbucks sur la paille en plastique. Okay. Les mecs nous expliquent qu'ils ont développé un truc, la paille en carton avec un revêtement, c'est machin, c'est vrillé, c'est du carton cyclé qu'on peut recycler, etc. Waouh. Il y a l'équipe interface qui les regarde en disant « T'as vraiment besoin d'une paille pour boire ton café ?» Bah ouais. Posez-vous les bonnes questions. La première de toutes les questions qu'il faut se poser quand on a une boîte, c'est est-ce que j'ai encore le droit d'exister en fait ? Au regard de la situation, je pense que vous avez compris les enjeux. Si vous avez compris les enjeux, cette première question, elle est juste légitime en fait. Et si la réponse elle est non, c'est ok, qu'est-ce que je fais demain? Parce que moi j'aime entreprendre, si vous êtes là c'est que vous aimez entreprendre, j'aime relever des défis, ok? En fait mon énergie créatrice et l'énergie de mes collaborateurs, collaboratrices, on la redirige dans quelle direction? Ça c'est des sacrées questions en fait. Vous êtes un acteur majeur de la transformation de la société. Et par effet domino, et là je peux réutiliser aussi le principe de la théorie du basculement, mais dans le sens positif du terme, c'est-à-dire qu'à partir d'une masse critique et d'un certain seuil, quand on commence à changer les comportements, on peut peut-être amener avec nous une majorité silencieuse. La fin d'un monde n'est pas la fin du monde, c'est peut-être l'opportunité en conscience de vivre une nouvelle renaissance et d'y participer. Le genre de truc où votre petit-fils ou votre petite-fille pourrait vous dire « Mamie, papy, t'as fait quoi dans la grande métamorphose ?» Ne doutez jamais qu'un petit groupe d'individus conscients et engagés puisse changer le monde. C'est même de cette façon que cela s'est toujours produit. Et moi, je vous regarde et j'ai envie de vous poser la question, c'est quand la dernière fois que vous êtes enfermé à 250 dans un amphi où on crève de chaud pour faire de la philo et que vous avez kiffé? Alors cap ou pas cap? Et si nous passions du capitalisme au cap humanisme, du taux de croissance au taux de conscience, de l'intelligence artificielle à l'intelligence de l'âme, des parts de marché à des parts d'humanité. En conscience et en confiance, c'est dans la renaissance que l'on puise notre puissance, et notre résilience sera notre résistance vers une ultime délivrance. Écoutons ces airs de Voltaire qui résonnent au loin dans l'univers. Protège ton prochain, tisse des liens et cultive ton jardin, car tes enfants seront les prochains à prendre soin de demain. John Lennon disait « Un rêve que l'on rêve seul est seulement un rêve que l'on rêve ensemble est une réalité ». Bienvenue à tous, chers alliés de l'humanité, dans l'odyssée de la CEC pour que ce rêve qui germera au sein de votre communauté devienne demain notre réalité. Haven't you seen, haven't you felt the love of loving you is to think of your needs too. Haven't you felt, haven't
c'est pas mal.